première question. Quels sont vos rapports personnels avec le sport? Je crois savoir que vous avez joué au rugby et même que vous avez occupé le poste de troisième ligne. Alors, mes rapports, c'est des rapports d'amour, d'affection. C'est que je pense que la plupart des petits garçons, pas tous, rêvent de devenir champion. Donc, moi, je rêvais forcément de devenir champion, je ne savais pas de quoi, et c'était une déclaration d'affection pour quelqu'un qui s'est occupé de moi après la guerre et qui jouait au rugby. Donc, j'ai voulu jouer au rugby uniquement pour créer des occasions de parler avec lui de rugby. C'est la seule raison? C'est la raison qui me vient en tête. Nous avons une image là d'ailleurs. Oui, c'est très... L'équipe. Alors, c'est une image qui me touche beaucoup, ça, parce que j'ai un peu raté un concours médical qui fait que j'ai pas eu les choix que je voulais. Donc, j'ai été nommé à Digne et on voulait monter une équipe de rugby. Et on s'est dit, mais comment il faut faire? Eh bien, on a organisé un match, un tournoi de rugby à 7 avec les femmes, les pique-niques, les bébés autour du tournoi. On a très très mal joué, mais on a tissé des liens d'amitié et c'est comme ça qu'on a démarré une équipe de rugby. Donc ce qui est important, c'est que nous allons parler du sport et ce n'est pas pour vous simplement une matière abstraite, c'est aussi quelque chose que vous avez vécu de l'intérieur. Oh, c'est abstrait quand même, parce que vous savez bien que le rugby, c'est une heure et demie de match, 3 heures de restaurant et une semaine de vantardise. C'est-à-dire qu'il y a la partie dans le corps, ensuite il y a la partie festive, rituelle, et puis ensuite il y a la partie épopée qui est la plus importante. Alors vous êtes non seulement neuropsychiatre, mais vous êtes également un spécialiste d'éthologie. Et est-ce que ça a un sens de définir l'homme comme un animal sportif et de voir dans le sport une sorte de différence spécifique, parce que les animaux ne sont pas sportifs? Non, je pense que les animaux sont sportifs, il y a des rituels chez les animaux, sinon ils ne pourraient pas coexister. Il y a des rituels, on joue, et les animaux, les mammifères, jouent beaucoup, même les oiseaux d'ailleurs, commencent à faire des épreuves inutiles. Non fonctionnel. On peut se demander pourquoi il joue à laisser tomber une feuille et plonger dessous pour la rattraper. Aucun bénéfice adaptatif. Peut-être on pense que c'est pour jouer, bien sûr. Le mot jeu est déjà difficile à définir entre êtres humains, alors pour un animal c'est encore plus difficile, mais ce n'est pas adapté à une réponse immédiate. C'est adapté à quelque chose qui n'est pas là. Et ces rituels permettent aux animaux de coexister, sinon ils n'auraient que des rapports d'attraction ou de violence. Alors quand on est un animal, on ne se présente pas n'importe comment, on ne se courtise pas n'importe comment, on ne partage pas la nourriture n'importe comment. Il y a des codes comportementaux, ils ne sont pas verbaux, mais ils sont comportementaux. Ils veulent dire, ils signifient quelque chose qui permettent aux animaux de danser, de se courtiser, de s'entraider et de s'entraîner. Et par exemple, les chatons sont des médailles d'or du jeu. Ils jouent énormément, mais la plupart des animaux jouent. Et quand un animal joue plus, c'est que sa croissance est terminée. Donc il y a un effet d'entraînement qui n'est pas une réponse immédiate, qui n'est pas une réponse à quelque chose qui est dans le contexte, et qui permet d'apprendre à se développer et à coexister, à s'articuler avec les autres. Donc on peut penser que c'est une fonction proto-sportive. Mais enfin, j'ai vu des mêlées de macaques qui me rappellent fortement France-Angleterre. Et il n'y a que des mâles dans ces mêlées de macaques. Ça, c'est un mystère. Voilà, là, les théories du genre, elles vont être en difficulté. Parce que, pourquoi est-ce que seuls les mâles jouent à un proto-rugby? On voit des empilements, et puis tout d'un coup, ils explosent. Vous avez 10-15 mâles qui explosent, qui se mettent... Et ils se font pas mal, du moins au début. Ils se font pas mal, parce que jeu de main, jeu de vilain, il y a toujours un moment où il y en a un qui proteste. Mais au début, on a l'impression que c'est pas pour l'immédiat. Et pourquoi est-ce qu'il y a très peu de femelles? Je ne sais pas. On va demander à Judith Butler de répondre à la question. À cette époque-là, quand on était des animaux qui progressivement apprenions à échapper à la condition animale, il y avait encore ce bénéfice adaptatif, mais aujourd'hui, je pense que le bénéfice, c'est le plaisir de soi, c'est un plaisir de narcisse qui n'est pas négligeable,
nos sociétés deviennent narcissiques. Et puis, c'est un bénéfice social aussi. Certains tentent l'aventure sociale du sport. Et puis, je crois qu'on sait maintenant que c'est un bénéfice aussi pour nous, êtres humains. C'est un facteur de résilience, c'est-à-dire que si on a été blessé dans un domaine de la vie, on peut très bien compenser ou se revaloriser dans un autre domaine de la vie. On reparlera de la résilience dans un second temps. Là, il y a une photo qui est intéressante, celle d'un singe, vous parlez de Narcisse, vous avez la confrontation avec l'eau, et puis ce geste quand même, qui est un geste à la fois très élégant. La distinction avec l'humain ici est extrêmement fragile. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de coupure. Il y a une construction progressive, mais il n'y a pas de coupure entre l'homme et l'animal. Notre cerveau, la base de notre cerveau est exactement la même chez tous les mammifères. Et on partage même le cerveau ancien, on le partage même avec les oiseaux. Donc je pense qu'il n'y a pas de coupure. Il y a construction, un échafaudage qui arrive jusqu'au moment où on arrive à l'artifice de l'outil, même si les animaux savent fabriquer des outils, mais ils ne savent pas encore les commercialiser. Mais ils savent les fabriquer. Et surtout l'artifice du verbe. Alors même si les animaux font des performances bien supérieures à ce qu'on croyait, ils ne lisent pas encore Proust ou Lacan. Quoique, mon chien adore Lacan. Chaque fois que je lui lis Lacan, il couche les oreilles et il remue la queue. Il adore que je lui lise Lacan. C'est un signe de soumission ou c'est un signe d'éveil? Non, c'est le seul qui arrive à comprendre Ah, Lacan. très bien. Un enfant qui fait du sport, et même une personne adulte, c'est moins plastique chez les personnes adultes, même si ça reste encore plastique. En revanche, un enfant qui fait du sport sculpte son cerveau. C'est-à-dire que si on voit par exemple que s'il fait de la course à pied, eh bien il va sculpter les zones corticales qui correspondent, qui commandent aux neurones et aux muscles de ses jambes. Si il fait du lancer de poids, on va voir que la partie de l'autre hémisphère qui correspond au bras et à la main va s'hyper développer. Donc on voit comment l'activité physique, contrairement à ce qu'on disait, ou préjugé, on disait s'ils ont de gros muscles, ils ont un petit cerveau, c'est exactement le contraire. Quand on entraîne son corps, on stimule son cerveau. Ensuite, une fois que le cerveau sera sculpté, il faudra en faire quelque chose de relationnel. Mais au moins, l'outil est préparé. Et d'ailleurs, ça se renverse presque, c'est-à-dire que quand on connaît les mécanismes de l'apprentissage psychomoteur, comme le montre par exemple Piaget, c'est une occasion aussi de montrer l'importance que cela peut avoir dans une éducation physique bien comprise, bien pensée. Tout à fait. D'ailleurs, Piaget disait de l'acte à la pensée. C'est-à-dire il disait qu'on commence à penser avec l'acte. Et pour répondre à votre question sur l'éthologie animale, on sait maintenant qu'un enfant commence à penser avec ses mains. C'est-à-dire que c'est une démonstration à la fois de Piaget et d'éthologie, inspirée par les méthodes d'éthologie animale. Un enfant qui a 11, 12, 13 mois pointe du doigt, parlera. C'est-à-dire qu'on fait l'observation ontogénétique, c'est-à-dire un développemental dans un contexte, et on constate que vers 11 à 13 mois, les enfants ont un curieux comportement. Ils pointent du doigt en direction de l'objet convoité, regardent dans une autre direction de l'espace, et déjà pas en direction de l'objet, et ils tentent d'articuler un babil qui oriente la figure d'attachement sur l'objet convoité que l'enfant est trop petit pour attraper. Donc ça veut dire que l'enfant est capable de se décentrer de ce qu'il perçoit pour le convoiter, de désigner, de faire un geste qui désigne l'objet convoité et de tenter d'agir avec un babil sur le monde intime de la figure d'attachement. Un enfant qui a 11 mois fait ça, commencera à parler à 20 mois et à 30 mois saura parler. Donc voilà ici une observation comportementale qui permet de rendre observable qu'un enfant qui ne fait pas ce scénario à 14 mois est un enfant qui prépare mal la parole. Donc c'est grave et maintenant c'est un signe clinique que dans le monde entier, les pédiatres, les psychiatres, les infirmières, les psychologues doivent apprendre pour dépister de plus en plus tôt l'autisme. Et maintenant l'autisme est dépisté très tôt. Quand je faisais des études
L'autisme était dépisté à peu près vers 3 ans et demi. Maintenant, on dépiste un autisme vers 12-18 mois. Et ça, c'est un des meilleurs signes de dépistage de l'autisme. Il y a même des signes plus précoces. Je pense que le héros est lié à la violence. C'est-à-dire que dès l'instant où un groupe humain, un quartier, un village, a besoin d'un héros, ce héros qui le représente a pour fonction de le revaloriser. Vous avez vu les blonds comme ils courent vite, hein, alors que les noirs ils courent pas vite, hein, ou le contraire. Vous avez vu comme il est courageux, hein, il appartient à ma religion, à ma race, il est courageux comme nous on est courageux. Donc le héros finalement nous représente et il doit prendre des risques et il doit risquer sa vie. Il doit mettre en jeu sa vie, il doit mettre en péril sa vie pour nous réparer. Donc je pense que l'héroïsme est lié à la violence, ou plutôt j'aurais dû dire l'héroïsme est lié au sacrifice. C'est-à-dire que s'il meurt, je l'aimerais encore plus quand il sera mort, parce que les seuls êtres humains parfaits sont les êtres morts. Quand on est vivant, on est forcément imparfait. Alors le héros, je vais le diviniser, je vais raconter à quel point il était beau, généreux, etc. Il a intérêt à être mort, parce que si il est vivant, un jour ou l'autre, il va me démentir. Donc je pense que l'héroïsme est lié au social, à la réparation narcissique, comme on dit dans nos théories, et à la violence. On ne peut savoir qui on est que si on a des événements, on crée ou on assiste à des événements. Même le traumatisme nous identifie. Je suis celui qui a eu telle tragédie dans sa vie, je suis celui qui a surmonté la tragédie ou n'a pas surmonté la tragédie, mais je ne peux savoir qui je suis que s'il y a des épreuves. Et s'il n'y a pas d'épreuves, eh ben je ne sais pas qui je suis. C'est-à-dire que d'où le goût qu'on a, soit de se mettre à l'épreuve, soit d'assister à des épreuves pour en faire des mythes. Et donc le sport a cette fonction de tragédie sociale comme le théâtre grec. Le théâtre grec mettait en scène les problèmes de la cité et les citoyens devaient y assister. Et je crois même qu'ils n'avaient pas le droit de sortir du théâtre sans avoir parlé de la pièce. C'est-à-dire qu'ils devaient rester pour commenter entre eux, fonction démocratique, ils devaient commenter entre eux les problèmes de la cité que les comédiens avaient représentés au sens théâtral du terme. Je crois qu'on peut dire ça du sport. Il y a le vainqueur, il y a le vaincu, il y a le petit qui réalise un exploit en écrasant le vainqueur. Il y a toute une scénographie de la condition humaine, on y assiste et ensuite on commente, on parle. T'as vu Jesse Owens, hein, à Berlin, un noir qui est beau, qui est sympathique. Okay, voilà, on commente le théâtre grec. Et je pense que les sportifs ont cette fonction de théâtre grec. Dans le sport de petit niveau, on a une relation qui est plus intime et plus intense que dans le sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, on a un spectacle souvent stupéfiant, admirable, comme les virtuoses de violon, mais on ne peut pas faire ça, ou alors il faudrait se consacrer entièrement, et même je ne suis pas sûr. Alors que dans le sport de bas niveau, j'aime bien provoquer un peu en disant sport de bas niveau, on a une relation qui est intense. On est obligé de se parler, on est obligé de s'inviter à déjeuner ou à dîner ensuite. Quand je joue au rugby, on allait au restaurant avec les adversaires. Après, les jeunes sont tellement incroyablement forts qu'aujourd'hui, ils font une hygiène alimentaire que nous, on ne faisait pas. Donc, tout cet aspect relationnel est presque supprimé par le sport de haut niveau, alors que le sport de bas niveau implique le rendez-vous, la parole, le restaurant, l'amitié, le conflit, la vie. Donc c'est un rituel d'interaction qui participe à la culture, alors que le sport de haut niveau participe à un spectacle, souvent impressionnant, mais c'est un spectacle. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le sport de petit niveau, c'est le plaisir, hygiène physique, stimulation cérébrale, stimulation amicale, aspects rituels sociaux. Il y a des tas de villes qui font des matchs de très mauvais niveau. Les sportifs sont mauvais, et la fête est immense. C'est une immense fête au village, alors que le sport de haut niveau oublie la fête au village. C'est un spectacle inouï, peut-être il faut le garder, mais il faut aussi s'en servir pour développer la fête au village.
Quand j'ai l'occasion de rencontrer un sportif handicapé, je suis charmé par l'importance qu'il accorde au sport et le bonheur que lui apporte le sport. Il y a le handicap, très souvent, c'est une blessure physique, bien sûr, mentale souvent et sociale. Or, cette blessure physique est réparée par un match de basket en fauteuil. Et nous, on dit, tiens, la performance est moyenne. On se trompe. La performance est énorme, ils font une performance énorme et surtout ils ont une réparation narcissique au bon sens du terme. Je ne suis pas si handicapé que vous le croyez. La preuve, c'est que je peux me déplacer, je peux faire un sport comme vous, je peux courir, je peux vivre comme vous. Donc je ne suis pas tellement aliéné que vous l'avez cru, mais le handicap, je l'ai, mais je le surmonte en partie, je le métamorphose en partie, j'en fais quelque chose, je suis capable de faire un match de basket ou une course malgré mon handicap. Donc physiquement et mentalement, ils y accordent une importance énorme qui est tout à fait respectable parce que ça leur permet de continuer à reprendre une autre forme de vie. La définition de la résilience, c'est qu'on métamorphose le trauma. Le trauma, on l'a reçu, mais on ne s'y soumet pas. On le métamorphose, comme Croizon l'a fait, comme Philippe Croizon l'a fait, on le métamorphose, on en fait une performance qui sert de modèle à d'autres blessés. Donc c'est la définition de la résilience. Je pense que le dépassement de soi explique les substances qu'on prend pour se dépasser, dépasser son corps, dépasser ses possibilités, au-delà des limites. Donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs pour les sportifs, qui sont punis quand ils sont pris, alors que dans l'internat en médecine, pratiquement tous les étudiants prenaient des amphétamines. Et leurs diplômes ont été validés. On ne les a pas fait pisser après les concours de médecine. C'est-à-dire que les Maxiton. C'était le Coridrane. C'est un dérivé du Maxiton. C'est-à-dire, mais il est en vente libre. Et la plupart des étudiants, un très grand nombre d'étudiants en médecine, votre serviteur aussi, prenaient du Coridrane en vente libre pour améliorer leur performance. Si la performance se fait en un match, si la sélection pour une grande école se fait en une matinée, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette aide chimique qu'on paye cher, qui fausse tout, qui est une triche, qui fausse tout, mais qui est une réponse adaptée à notre système culturel, pas seulement scolaire, culturel, sportif et scolaire. En revanche, si la sélection se fait, comme de plus en plus de pays le font, sur toute une vie, tous les jours au travail, tu devras montrer tes compétences. Dans chaque relation, tu devras montrer tes compétences. Dans chaque match de football, tu devras montrer tes compétences. Alors à ce moment-là, c'est pas sur un jour, c'est pas sur un match, c'est tout le plaisir d'une vie. Et là, la drogue n'existerait probablement beaucoup moins. Comme disait Papa Freud, c'est dans le crime que se constitue la société. C'est-à-dire que nos sociétés humaines se sont constituées dans une extrême violence, et la violence était une valeur adaptative, on n'admirait que les hommes violents. Les femmes, les mères n'admiraient que les hommes violents, et encore aujourd'hui, dans les pays en destruction, reconstruction, en guerre, les femmes admirent les hommes violents et méprisent un homme qui n'aurait pas le courage d'aller se battre. Donc la violence a été une fonction créatrice. Quand la société est constituée, la violence n'est que destructrice. Elle est destructrice du couple, destructrice du groupe social, du quartier et bien sûr destructrice de la nation, des pays. Donc ça veut dire que la violence est une valeur adaptative si le contexte est violent, la violence est une valeur de destruction si le contexte est en paix. Or le propre du sport, c'est que si on fait du sport en une seule performance. Il y a la violence individuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de maîtriser ses pulsions, on est soumis à ses pulsions, et beaucoup d'entraîneurs encouragent les sportifs, valorisent la violence. S'ils dépassent au rugby, par exemple, très souvent, on encourage la violence. Mais si la violence n'est pas maîtrisée, le violent est puni. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que beaucoup de sportifs, de rugbymen de haut niveau,
ayant appris à être violents, quand ils ont balancé leur sac sur la tête d'un spectateur ou d'un entraîneur, ils ont perdu leur poste, alors que le même entraîneur les avait encouragés à la violence. Donc la violence est ambivalence. Alors, en revanche, il y a une autre forme de violence qui est la violence des médias. C'est-à-dire que quand une foule est violente, c'est parce qu'elle érotise la violence. Ce n'est pas du tout la même fonction. Dans le premier cas, il y a une performance qui nous entraîne et on a perdu le contrôle de soi. Alors que dans la violence des médias, on va assister à un match de football pour être violent. C'est-à-dire qu'on attend l'occasion de déclencher le plaisir de la violence, et il y a une euphorie, il y a un érotisme de la violence qui fait que ces gens-là désirent le stress, la peur, s'ils n'ont pas été blessés, va les euphoriser pendant une semaine ou deux. Des états d'euphorie incroyables après des actes de violence, d'une stupidité et d'une violence incroyable. Probablement que c'est une réaction adaptative, au sens darwinien du terme, à une société de la routine. Beaucoup d'entre nous se plaisent dans la routine parce que c'est là qu'on fait des vraies performances durables. C'est pas la performance, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas la performance en une heure ou un jour, c'est la performance durable, à répéter. Et la routine encourage ces performances durables. Si on travaille tous les jours régulièrement, on finit par être bon. Alors, on ne nous demande pas d'être bon en une matinée, c'est tous les jours. Or, la routine, ces gens-là, ces hommes-là, souvent, meurent dans la routine. Ils ont besoin, ce sont des peines à jouir, qui ont besoin d'un haut niveau de stimulation pour éprouver un peu un sentiment d'existence. Alors que certains, dans la routine, ils éprouvent le plaisir d'écrire, le plaisir de boire un café, le plaisir de... Ça leur suffit comme plaisir, alors qu'eux, ils ont besoin d'un haut niveau de stimulation. Donc ils érotisent la violence, ils ont peur, ils ont des bagarres d'une violence et d'une stupidité incroyable qui va les euphoriser pendant 2-3 semaines s'ils ne sont pas blessés, morts ou mutilés. On a besoin de stimulation intense. Et les stades ont été le lieu de la violence. Chez les Grecs déjà, les stades étaient le lieu de la violence. Il y avait des courses avec des chars qui se renversaient, c'était le spectacle de la violence. C'était déjà mis en scène. C'est parce que ça a une fonction. Et qu'une culture qui veut tout sécuriser finit par engourdir les gens, et les jeunes qui ont besoin de savoir qui ils sont vont s'inventer des rituels bien plus cruels et bien plus stupides que ceux que la culture pourrait leur proposer. Parce que quand il y a un rituel acculturé, on invite le jeune, tu as été plus fort que la mort, tu as triomphé du lion, tu as triomphé de cette épreuve, tu es un homme, viens maintenant on va t'écouter, parle, ta parole sera celle d'un jeune adulte. C'est pas ça du tout que fait notre culture. Notre culture fait, faut prendre aucun risque, il faut tout sécuriser. Le résultat c'est que on engourdit nos jeunes, certains aiment ça, on engourdit nos jeunes, et ceux qui aiment la vie s'inventent des rituels absurdes, comme la drogue, comme la bagarre après un match de football. Et les stades ont toujours, depuis les Grecs, les stades ont toujours été des lieux de violence ou de canalisation de la violence, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de l'imagerie nazie, où alors là on avait une canalisation verrouillée. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, la hiérarchie, les oriflammes, tout était verrouillé, il n'y avait qu'un seul discours possible, celui du chef. Et les stades ont toujours été des lieux d'expression de la violence. Mais n'y a-t-il d'éducation qu'en termes de comparaison? Est-ce que, à cet égard, le sport ne risque pas d'être un facteur d'inégalité, d'entretenir l'inégalité? Alors, si on fait si on fait de la compétition à la valeur suprême, il est bien évident qu'on fabrique des héros, c'est la fabrique des héros, on fabrique des héros biologiques d'une qualité physique stupéfiante, qu'ils payent, mais qui nous représentent, comme on le disait tout à l'heure, et que bien sûr c'est la fabrique de l'inégalité, mais nos écoles aussi sont la fabrique de l'inégalité. Les grandes écoles, alors ça c'est la fabrique des grandes inégalités, et les petites écoles c'est la fabrique aussi des inégalités, c'est la reproduction, c'est-à-dire qu'on peut prédire les résultats scolaires d'un enfant connaissant le portefeuille de ses parents.
Donc on a aussi la reproduction des inégalités. Alors on a un discours lénifiant, on va lutter contre les inégalités, mais quand j'ai fait mes études de médecine, il y avait à peu près 11 ou 12% d'enfants de pauvres parmi les étudiants en médecine. Aujourd'hui, on est à 1%, malgré des bourses, malgré des encouragements, malgré des discours tout à fait gentils, mais très coupés, fortement coupés de la réalité. Parce qu'il y a quand même dans le sport, concernant donc ces inégalités, il y a le problème des catégories. On catégorise les gens, non seulement des catégories sexuelles, il y a des catégories de poids, il y a des catégories de taille. Est-ce que là, on n'institue pas de nouvelles discriminations, un nouveau système d'inégalité sous prétexte de compenser les inégalités? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers, finalement, de ces catégories? Bon, là, il y a évidemment un exemple entre quelqu'un géant et quelqu'un de petit, mais d'une manière générale. Alors, moi je pense que l'inégalité fait partie du processus du vivant. On le retrouve chez les animaux. Et la transmission à travers les générations de l'inégalité se retrouve aussi chez les animaux. Même chez les goélands, même chez les singes. Quand une femelle est dominante, parce qu'elle a été sécurisée, parce qu'elle a remporté quelques victoires de compétition, parce qu'elle a réussi à intimider des mâles, parce que les femelles, quand elles attaquent les mâles dominants, elles se mettent par 3, 4, 5, j'ai vu 5, 6 macaques qui attaquaient un dominant, et le dominant n'a pas été dominant longtemps. Donc ça fait partie du vivant, du conflit du vivant, donc, et ça se transmet à travers les générations, même chez les singes, même chez les mammifères. C'est-à-dire que quand les petits ont une mère dominante, ils ont une forte probabilité d'être dominants parce qu'ils sont sécurisés. Ils sont à la fois sécurisés et dynamisés. Alors on reprend le même raisonnement pour nos enfants. Si maman, papa sont sécurisants et dynamisants parce qu'ils n'ont pas de soucis sociaux, parce qu'ils habitent dans un quartier où on dort bien, ou pas trop loin de l'école ou de l'université, et ben les gosses feront des réussites intellectuelles bien supérieures à ceux qui doivent faire 2 heures de voiture tous les matins ou de métro tous les matins, et ceux qui vont se coucher à minuit, 1 heure, parce que la télévision va marcher jusqu'à 1 heure du matin. Donc voilà, l'inégalité fait partie du vivant, mais on peut combattre cette inégalité pour laquelle on est ambivalent, hein, parce qu'on milite contre l'égalité, mais on admire les héros, on admire tous ceux qui font des performances intellectuelles ou physiques. Hein. Donc on les admire, même si on milite contre l'inégalité. Alors je pense qu'il y a un moyen de militer contre l'inégalité, c'est de faire des passerelles. On peut être très bien médaille d'or d'un sport à l'âge de 18 ans, et un autre sera médaille d'or d'une grande école à l'âge de 25 ans. À condition, comme le font les Américains, comme le faisaient les Russes aussi, les Russes communistes avant l'effondrement du mur, à condition qu'il y ait des possibilités de rattrapage tout au long de notre vie, parce qu'on peut très bien faire une mauvaise performance à l'âge de la sélection vers 18-20 ans, et le même peut faire une excellente performance 25, 30 ans ou 40 ou 50 ans. Dans l'université du troisième, qu'on appelait avant l'université du troisième âge, j'ai des étudiants qui sont des gens âgés, qui ont pris leur retraite, ils ont une mémoire beaucoup moins vive que les jeunes, ils ont des résultats scolaires bien meilleurs que les jeunes, parce qu'ils sont mieux organisés, parce qu'ils font attention, ils alternent l'effort et le réconfort, et leurs résultats scolaires sont meilleurs, alors que leur mémoire est bien moins vive. Mais cette histoire de catégorie, c'est aussi extrêmement labile, parce que on essaie de compenser un handicap. Oscar Pistorius, par exemple, en lui permettant de courir avec les handicapés, mais en même temps, quand ce handicap compensé par des prothèses lui fait peut-être courir aussi vite ou peut-être plus vite que les valides, on le lui interdit, ça devient quelque chose d'ambigu. Il y a aussi le cas de cette coureuse, Semenya, qui, femme, homme, femme, ont la difficulté de l'inscrire dans une catégorie sexuelle. Au bout du compte, je crois qu'on a convenu que c'était une femme. Voilà. Bon. En tout cas, ces catégories, ce sont des catégories qui sont fragiles voilà. Et qui sont difficiles à établir, semble-t-il. Parce que quand on commence à penser, on a besoin de catégories binaires. Parce que c'est la pensée facile, c'est la pensée paresseuse. Tout ce qui n'est pas grand est petit, tout ce qui n'est pas gros est maigre, tout ce qui n'est pas homme est femme. Et en vieillissant, on prend un peu d'expérience et on découvre qu'on peut être plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins homme et plus ou moins femme.
Or, il y a des tas de préparations naturelles, dont on parlait tout à l'heure, naturelles entre guillemets, comme on en a parlé tout à l'heure, qui montrent que, par exemple, certaines femelles, c'est volontairement que je dis femelles, ont certaines, au-dessus des glandes, au-dessus des reins, il y a les glandes surrénales qui sécrètent chez les femmes de la testostérone. Et certaines arrivent au monde avec des sécrétant d'une maladie, elles sécrètent plus de testostérone que le taux moyen d'une femelle. Et elles ont donc des deltoïdes énormes, une grosse mâchoire, un comportement qui n'est pas tout à fait le même, et elles font des performances sportives excellentes. Chromosomiquement, c'est des femmes, sexuellement, génitalement, c'est des femmes, hormonalement, c'est des hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, les catégories sont nécessaires et abusives. Les catégories sont nécessaires parce qu'elles nous aident à penser au moyen d'un artifice binaire, ce qui n'est pas homme et femme, tranquille. Et puis dans la réalité, on est plus ou moins homme, plus ou moins femme. Si on voulait vraiment être juste, il n'y aurait qu'une seule catégorie, la performance. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas beaucoup de femmes aux Jeux Olympiques. Donc on est obligé de faire des catégories, sachant que ces catégories sont abusives. Si on se place au plan de la morale, morale au sens général du terme, c'est-à-dire qu'il y a une morale sportive qu'on met assez facilement en scène et dont on vante les mérites. Est-ce que cette morale sportive, elle a pour vous une vocation à être une sorte de morale universelle? Est-ce que le sport incarnerait, concentrerait un certain nombre de valeurs qui permettraient de les poser comme des valeurs partageables par tous, prenons l'universel au sens propre du terme? Vous n'avez pas une autre question? Parce que... non, la question ici, c'est la question de savoir, aujourd'hui on a un peu tendance, vous le savez, à brandir le sport comme étant une sorte de référent qui permettrait, contre tous les problèmes que rencontrent nos sociétés, dans lesquelles on peut assez facilement admettre que les gens s'entretuent, combattent, ne soient pas d'accord, et le sport aurait cette fonction presque miraculeuse, à la fois consensuelle, de rassembler les hommes, une sorte de fraternité. Non, cette question, elle se pose. Et donc, vous l'avez posée, et je sais mal y répondre, parce que même avec le concept de morale, je suis mal à l'aise, étant donné que j'ai été psychothérapeute pendant presque 40 ans, et que je soutiens que les grands pervers sont tous des moralisateurs. C'était Sade, l'introduction, Justine, c'était un cours de morale. Quand j'étais gamin, j'avais volé les journées de Sodome. Les 120 journées de Sodome. Pardon ? Les 120 journées. Les 120 journées. J'avais volé croyant que c'était... espérant que ce serait un livre érotique, et c'est un livre d'économie politique. D'économie des corps. Je me suis ennuyé. Mazoche a fini comme reçu à Paris, à la Sorbonne, et dans les grandes revues comme professeur de morale. Et j'ai eu à accompagner ou à expertiser des grands pervers sexuels qui tous étaient des moralisateurs. Des moralisateurs, voilà. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je suis mal à l'aise avec ce concept parce que je préfère le concept d'empathie, c'est-à-dire que dans l'empathie, je me représente le monde des autres, donc sans loi, je ne peux pas tout me permettre. Si je me représente votre monde, je ne peux pas, quelque chose, même s'il n'y a pas de loi humaine, il n'y a de loi qu'humaine d'ailleurs, même s'il n'y a pas de loi, je peux pas, quelque chose m'empêche, je ne peux pas tout me permettre puisque vous existez et que je me représente ce que je vais faire si je veux vous détruire ou vous humilier, je peux pas le faire. Ça, quelque chose se freine en moi. Alors est-ce que c'est ce qui se passe dans le sport? Non. Dans le sport, au contraire, c'est l'arbitre, il faut un arbitre pour freiner. Il faut une sanction pour freiner. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut un règlement. C'est le règlement qui freine, c'est pas le sujet. Le sujet, lui, va le plus loin qu'il peut, et c'est le règlement, une loi, une force extérieure à lui qui le freine. Alors que dans l'empathie, c'est moi qui me freine, et je pense que l'empathie est plus morale que le sport.
Non, non, mais la question, on pouvait démoraliser la question de la morale. La morale ne se réduit pas au moralisme. Je prenais la morale au sens propre du terme, d'abord. Hein. C'est ce qui concerne les mœurs, la morale. Hein. Les manières de vivre, les manières C'est les d'être. mœurs, oui. C'est pas simplement la morale au sens des commandements et des impératifs. C'est aussi comment vivre Alors, ensemble. Alors c'est les mœurs, Voilà. c'est les rituels, donc c'est plus proche de l'empathie que de la loi. Pour terminer, que vous inspire la devise olympique Citius, Altius, Fortius? Fortunus, Pas Fortunus, Fortius, c'est-à-dire plus loin, plus vite, plus fort. et Fortunus. Plus de monnaie. Ce sera la seule. Et aussi de chance, si la fortune a quelque chose à Ah voir. ben voilà, ben oui, ça peut être une chance. Oui, c'est une chance. Le sport est une chance, à tous les sens du terme. C'est une chance pour l'individu, le plaisir d'utiliser son corps, de se sentir bien, le plaisir de faire des performances, le plaisir de rencontrer, le plaisir d'entrer aussi en compétition. C'est pour ça que j'aime beaucoup le sport de petit niveau, parce que lui, il socialise, lui, il moralise. Ça n'empêche pas la compétition. Mais après la compétition, même si vous avez perdu, on ira au restaurant ensemble. C'est-à-dire qu'on établira on établira une relation humaine, on fera une épopée avec notre combat, notre course à pied, on va en faire une production humaine. Alors ça, si c'est ça la morale du sport, d'accord, je vote. Mais c'est pas toujours ça. Je pense que c'est pas le sport qui est source de morale ou d'anneau olympique, c'est la signification qu'on lui donne. Si on lui donne une signification d'apprendre à être ensemble et à mieux être, vive le sport. Si on apprend au sport, si on donne au sport la signification « je suis plus fort que vous, je vous domine parce que mon pays a une idéologie supérieure à la vôtre », malheur au sport.